Vous le savez, ce document réglementaire est essentiel. Il nous permet de retracer les actions menées par notre ville en faveur de la transition écologique, de la justice sociale et de la résilience face aux défis climatiques, sociaux et démocratiques que nous affrontons. Inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable définis par l'ONU, il nous permet de mesurer les progrès accomplis dans les domaines précités et de présenter les chantiers qui restent à mener. Je tiens aussi à souligner, cela vous fera peut-être plaisir, Monsieur Cern, qu'il a été le socle de notre premier budget vert qui sera présenté en mars, adossé au compte administratif 2024, tel que la loi nous le demande. Et sachez que nos engagements se sont déclinés en 3 axes majeurs: l'adaptation au changement climatique, la gestion responsable des ressources, la solidarité au cœur de la participation citoyenne. Avec cette année une constante traversant de nombreuses politiques publiques, enfin cette année particulièrement, les sujets liés à la santé publique, physique ou mentale. En effet, la période dans laquelle nous vivons, faite de menaces lourdes sur la biodiversité dans notre milieu urbain, mais aussi de taux de pollution élevés dans les airs, les sols, l'eau, d'envol des prix dans les domaines de l'énergie, de l'alimentation et de l'accès au logement, et pour compléter le tout, d'attaques contre nos services publics et contre les fondements mêmes de notre République, cette période pèse durement sur nos épaules et attaque nos résistances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Développer des politiques publiques qui permettent de vivre mieux dans nos quartiers et de prendre soin de chacun a donc été et demeure l'une des lignes conductrices de nos actions. Cette volonté détermine nos actions et en particulier notre contrat local de santé. Vous pourrez découvrir dans notre rapport, par exemple, nos réalisations pour développer les espaces verts dans notre ville, avec les déploiements du plan Arbre et du grand chemin porté par Est Ensemble, le travail pour la dépollution des sols dans les murs à pêche, la mise en place il y a 1 an de la Régie publique de l'eau, le déploiement de la collecte des biodéchets grâce à l'implantation de nouveaux points d'apport volontaires. Dans nombre de ces politiques, je souhaite encore souligner notre conviction commune. Rien ne peut se construire de façon durable sans la participation active de nos concitoyens. C'est pour eux, mais c'est surtout avec eux, que nous voulons travailler à améliorer notre ville. C'est ainsi qu'une mission de tiers de confiance a été confiée depuis 2022 à l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions, afin d'accompagner les échanges et de favoriser le partage d'informations entre professionnels et collectifs citoyens autour de 2 chantiers de réhabilitation de friches, l'ASNAM et l'EIF. Je tiens à féliciter le travail de notre collègue Sidonie Péramor et du service dédié à la pollution au sein des agents de la ville. C'est ainsi aussi que nous poursuivons la mise en chantier des projets dessinés dans le cadre du BUPA. C'est encore dans cet état d'esprit que nous avons lancé le CLAM, Conseil local pour l'alimentation de Montreuil, en novembre dernier. En réunissant des associations locales, des collectifs citoyens, des entreprises, des chercheurs, en leur donnant l'occasion de partager leurs actions, leurs ambitions, mais aussi leurs difficultés, nous avons la conviction que de nouvelles synergies durables, solides, pourront se construire. Parce qu'en effet, nous devons rester lucides sur les défis qui nous attendent. Le climat ne va pas se rafraîchir de façon magique, le prix de l'énergie ne va pas baisser, et cela nous effraie toutes et tous. Les attaques contre notre système social se font de plus en plus violentes. Nous devrons donc poursuivre nos engagements dans les prochains mois, et notamment, pour rester dans un débat actuel, dans le domaine de la transition énergétique ou dans celui de la lutte contre la fracture numérique. Dans les mois qui viennent, Montreuil continuera à expérimenter et à impliquer ses habitants au sein de ces transformations nécessaires pour poursuivre le chemin d'une ville plus résiliente, plus inclusive et plus respectueuse de l'environnement. Une ville où il fait bon vivre aujourd'hui, où il fera bon vivre demain, et une ville, pour paraphraser mon collègue Philippe Lamarche, résolument tournée vers le vert. Hier soir se tenait à Est Ensemble le Conseil territorial et comme dans toutes les villes qui ont à délibérer chaque année, nous présentions également le rapport sur le développement durable de la collectivité. C'est un exercice un peu convenu que certaines collectivités peuvent prendre comme une corvée, comme le devoir qu'il faut faire de manière réglementaire. Nous, à Montreuil, c'est tout l'inverse. Certes, nous tâchons de lister l'ensemble des politiques publiques qui ont
de près ou de loin un rapport avec le développement durable, mais de fait, notre stratégie infuse toutes les politiques publiques que nous mettons en œuvre dans notre commune. Cette année, c'est vrai, on met mieux en valeur les sujets de santé environnementale et en particulier nos actions qui visent à améliorer la qualité de l'air ou la qualité des sols. Montreuil doit se préparer à encaisser le choc pour nos habitants que représentent des épisodes caniculaires ou de sécheresse qui sont à la fois plus nombreux et plus intenses en intensité. Permettez-moi de souligner quelques politiques publiques marquantes pour l'année 2024. D'abord, les politiques de plantation d'arbres. Il n'a échappé à aucun des habitants que nous avons beaucoup planté d'arbres à Montreuil. Nous en avons pour ambition d'en planter 5 000, 20 000 à l'échelle d'Est Ensemble. Et vous savez que nous avons une pépinière intercommunale sur le territoire de Montreuil qui permet de nous préparer à avoir des arbres à planter pour les années à venir. Le projet du Grand Chemin, nous étions il y a quelques jours avec mon collègue Gaylor Le Shaker, rue Pierre de Montreuil. Nous discutions avec les habitants des travaux qui ont déjà commencé, comme ils ont commencé rue des Soucis, rue Eugène Varlin, bientôt rue Pépin et rue Alexis Lepère. Ça a été dit par mes collègues, 7 km à Montreuil, une ambition qui va beaucoup plus loin. Vous savez que sur le territoire d'Est Ensemble, c'est une quarantaine de kilomètres de parc linéaire qui est prévu, 55 si on inclut aussi la commune de Paris qui s'engage. C'est dire l'ambition que nous avons sur ce projet et dont nous avons choisi, puisque c'est fait de nombreuses années que nous nous exprimons sur l'ambition écologique, nous avons choisi depuis 2020 de trouver un chemin opérationnel et financier pour réaliser ce grand projet de renaturation. La mise en chantier de la Croix de Chavaux, qui devrait se terminer, nous l'espérons, à la fin de l'année, et qui a pour ambition de changer de ratio de manière assez profonde entre 70% qui étaient auparavant dévolus aux circulations automobiles et 30% aux piétons. Et on peut s'interroger sur les 30% en particulier quand on connaissait l'îlot central. En renversant le rapport, on passera de 70% dévolus aux circulations piétonnes, accessibles aux personnes qui en ont besoin, accessibles aux jeunes. Un travail a été fait aussi avec nos aînés et 30% aux circulations automobiles. La lutte contre les îlots de chaleur ou la lutte contre l'héritage des sols pollués, qui est un enjeu pour les décennies à venir pour notre ville, la régie publique de l'eau, le retour en maîtrise publique de la restauration scolaire. Je ne vais pas me livrer moi-même à un catalogue de mesures, mais il me semble qu'elles ont toutes, dans leur ambition, elles disent beaucoup de ce que nous portons collectivement en matière de développement durable et le sens que nous donnons à la place que doit avoir la puissance publique dans la mise en œuvre de ces politiques. Je citerai aussi, pour terminer, Gabriel Péry, avec sa voie bus en site propre, ses pistes cyclables couleur caramel, déjà plébiscitées, et ses nombreux arbres qui ont été plantés le long de l'avenue. Cependant, nous devons reconnaître que nous avons réalisé jusqu'ici les actions peut-être les plus faciles. Planter des arbres sans avoir à dévier les réseaux, c'est ce qui coûte le plus cher. Ou désimperméabiliser les sols là où c'est probablement le plus facile. Ce sont des premières étapes importantes, mais nous allons devoir aller plus loin. Et de ce point de vue, nous plaidons, élus socialistes, et je suis sûr que nous nous rejoignons là-dessus, pour pouvoir être prêts à anticiper l'étape suivante et redéfinir nos politiques publiques d'intervention afin de donner une ambition multifactorielle sur ces sujets. Pour chaque projet de voirie, nous devrons poser de nouvelles questions et ne plus seulement intervenir sur le tapis roulant comme nous le faisions jusqu'à présent. Est-ce que nous pouvons planter des arbres? Pour cela, faut-il dévoyer les réseaux? Combien cela coûte-t-il? Combien de mètres carrés pouvons-nous désimperméabiliser au profit de cette réfection de voirie? Comment améliorer les cheminements piétons accessibles ou les circulations vélo? Comment mieux inclure les besoins des jeunes et des aînés? Travailler sur l'albédo ou enfin la préservation de la fraîcheur en été. Nous partageons aussi la nécessité d'accélérer sur le nombre de rues-jardins, rues aux écoles qui favorisent la marche, l'écomobilité scolaire et poursuivre des politiques de rééquilibrage des modes de déplacement au profit des modes décarbonés et vertueux. Cette année marque une évolution importante dans la présentation des actions de la municipalité au regard du développement durable. Le RADD 2024 développe plus particulièrement les engagements de la ville en matière de santé environnementale. Cette approche est déterminante pour comprendre et mesurer les liens entre les nuisances environnementales et leurs impacts sur la santé. Et je remercie les services de la ville pour ce travail transversal d'envergure. Les conséquences des pollutions sont aujourd'hui des sujets de préoccupation majeure. La pollution généralisée au PFAS partout en Europe montre l'ampleur et la gravité des contaminations dans nos sols, dans l'air et dans l'eau, avec des coûts astronomiques pour leur dépollution.
En France, c'est massivement dans la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, que les concentrations de pollution et les présomptions de contamination sont les plus importantes. Dans la vallée de l'Orbiel, dans l'Aude, les pollutions provoquées par la plus ancienne mine d'or d'Europe condamnent aujourd'hui l'usage des jardins et de la rivière de toute une vallée. À Rouen, l'accident de l'usine Lubrizol a lui aussi laissé des traces dans la population. Les autorités affirment encore trop systématiquement que tout est sous contrôle. Pourtant, les citoyens ne veulent plus être rassurés, ils veulent comprendre et ils se portent volontaires de plus en plus souvent pour être associés aux études qui les concernent sur leur territoire et pour leur santé. Interpellées par les citoyens sur les pollutions chroniques, les collectivités territoriales se trouvent en première ligne. Elles doivent faire face aux inquiétudes des habitants, à leur défiance accrue par des réponses trop souvent expéditives ou incomplètes. Les villes n'ont pourtant ni compétences juridiques ni expertise pour gérer les conséquences de ces pollutions historiques. Elles ont néanmoins une responsabilité lourde sur des compétences essentielles en matière de salubrité, de sécurité et d'ordre public. Elles doivent alors chercher des ressources et construire des partenariats extérieurs. C'est exactement dans ce sens que Montreuil s'est engagé depuis 2022 dans le réseau Amaris, association de collectivités territoriales pour la maîtrise des pollutions et des risques industriels. Nous avions besoin non seulement de la force d'un réseau et des moyens mutualisés qu'il offre, mais aussi d'un accompagnement méthodologique, technique et juridique. Ce partenariat a permis de concevoir notamment la mission Tiers de confiance, nouvel outil d'accompagnement, de suivi environnemental de nos 2 chantiers de réhabilitation, SNEM et UIF. Ce partenariat a également permis d'inscrire la ville dans des démarches de plaidoyer engagées par le réseau Amaris. Lors des rencontres des rendez-vous majeurs organisés par Amaris en octobre dernier, avec le soutien du ministère de la Transition écologique, l'ensemble des parties prenantes, pouvoirs publics, bureaux d'études, industrie de la chimie, société civile, se sont accordés sur le constat d'un dialogue territorial plus que dégradé en matière de gestion des pollutions. Au sein de ce réseau, Montreuil est désormais engagé pour de nouvelles formes collaboratives de recherche, pour adapter les réponses aux questionnements des citoyens, aux réalités des pollutions vécues et leurs impacts sur leur santé. Une approche collective et citoyenne dans la gestion des pollutions a donc été engagée ici à Montreuil. Cette démarche participative, fondée sur une connaissance scientifique aux enjeux de la pollution, a vocation à être répliquée sur d'autres chantiers de réhabilitation à venir. Elle permet également d'assurer le développement de l'agriculture urbaine avec pour objectif de maintenir les activités horticoles dans les murs à pêche notamment, tout en réduisant les risques pour la santé des jardiniers et des visiteurs. Dans cette dynamique, l'année 2025 sera consacrée à la préfiguration d'un observatoire éco-citoyen des pollutions, fruit de ces dernières années d'expérimentation. Ce nouvel outil aura pour objectif de centraliser les connaissances, d'orienter les besoins en matière de prévention et de pérenniser notre méthodologie d'accompagnement. Profondément convaincu par les démarches collaboratives et l'intelligence collective, cet observatoire sera construit avec et pour les Montreuillois. La construction de structures en plein air pour la pratique du sport, skatepark, pump track, le sport dans les parcs, le sport santé, la piscine rénovée, la diversité des clubs proposés à des tarifs peu chers, honore le sport populaire à Montreuil. Voilà ce qui développe les muscles, l'équilibre et bien sûr le plaisir. La végétation de notre alimentation influence grandement et positivement notre impact écologique sur la planète et sur notre santé. Concernant la restauration collective, Table Commune propose 35% de produits bio, 2 plats végétariens par semaine dans les écoles et l'alternative végétale quotidienne pour la rentrée de septembre. Cela diminue le risque de maladie, la déforestation et bien sûr évite le martyre des animaux destinés à notre alimentation. Le développement durable, c'est aussi le rayonnement de la culture qui inonde les villes d'Est Ensemble. Certes, nous apprécions la diversité des structures, des enseignements et des œuvres, mais aussi les prix peu chers pour y accéder.
Je n'oublie pas la carte de bibliothèque offerte à tous les enfants de CP. Voilà ce qui développe la curiosité, la critique et le plaisir. Et je vous invite au Festival culturel animaliste qui aura lieu la première semaine des vacances de juillet. Le sport santé d'abord. Depuis 2016, les directions des sports et de la santé ont mis en place un dispositif de sport santé à destination des personnes, notamment ayant une affection longue durée. Plus de 400 personnes ont bénéficié de ce dispositif avec une orientation et la délivrance d'une ordonnance donnant droit à de l'activité sportive, délivrée notamment par les éducateurs de la ville. La sensibilisation en santé environnementale, avec le Forum Santé, qui s'est installé comme un événement important de la ville et qui propose des ateliers pratiques pour la fabrication de produits ménagers naturels notamment. En guise d'introduction, je voudrais souligner un point que je trouve positif, c'est la prise en compte de la question de la pollution des sols. En effet, sur ce point, vous partiez de très loin, tant le déni était important. Je me souviens du rapport 2020 qui passait sous silence les questions de santé environnementale, alors que les pollutions autour de la SNEM et de l'IF suscitaient des inquiétudes importantes et une mobilisation citoyenne très forte. La question importante qui se pose en réalité, c'est comment on associe les citoyens et les citoyennes à ces problématiques complexes qui les impactent. Le dispositif du tiers de confiance doit être amélioré, et notamment dans les marges de manœuvre dont dispose précisément ce tiers, mais c'est déjà une belle avancée que je tenais à saluer à ce titre. Je vais poursuivre mon propos justement en parlant plus largement de la question démocratique. En effet, je ne vois pas comment on fait la transition écologique et on répond aux enjeux du développement durable sans associer la population. À Montreuil, la démocratie, on la retrouve partout dans les éléments de langage de la ville, mais elle est bien souvent malheureusement absente de vos pratiques. Votre vision de la transition écologique est finalement une vision descendante et de mise devant le fait accompli. Pour illustrer mon propos, je citerai le déploiement du plan arbre dans la ville, où les habitants ont vu des fosses être creusées, des places de stationnement supprimées, sans la moindre association des riverains qui en sont réduits à devoir pétitionner pour vous faire part des difficultés du quotidien que de telles décisions génèrent. Ce qui est regrettable, c'est que l'objectif est bon et la plantation des arbres une nécessité. C'est dommage de passer en force sur un tel sujet et de créer des crispations là où on devrait œuvrer à embarquer le plus grand nombre d'habitants. Arrêtons-nous quelques instants sur ce qui se passe actuellement donc, dans le quartier de la Boissière. Il a été annoncé sur le site de la ville la plantation d'arbres rue des Roches, rue Édouard Branly, ainsi que sur l'ensemble des petites rues à prénoms avoisinantes. Au-delà des problématiques liées au passage du bus sur Branly, ces plantations vont bien évidemment venir là aussi supprimer des places de stationnement, alors que dans le quartier, le stationnement est déjà très problématique. Au niveau de la Cité de l'Amitié, la ville sait que les parkings souterrains sont inaccessibles, les box sont condamnés et le parking extérieur n'est pas sécurisé. S'agissant de la Cité Jules Verne, les parkings ne sont pas sécurisés non plus. Dans le plan d'action des bailleurs sociaux pour les 6 années à venir dans le quartier, il y a précisément cet objectif de sécurisation des parkings, notamment les Néfliers, Jules Verne, ainsi que les places de parking en surface dans la Cité de l'Amitié. Expliquez-nous comment, monsieur le maire, avec votre majorité, vous pouvez faire fi de ces réalités du quotidien et venir supprimer des places de stationnement utiles aux habitants du quartier qui ont encore besoin de leur voiture sans proposer d'autres alternatives. On a l'impression que ce que fait la main droite, la main gauche l'ignore, et on se demande comment vous faites en fait pour naviguer à vue, pour conduire les affaires de la ville, une ville quand même de plus de 110 000 habitants en pleine transformation. Au-delà des aspects de participation citoyenne, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la question du logement, puisqu'un certain nombre de développements lui sont consacrés dans ce rapport. Et je souhaiterais ici aborder une réalité qui est complètement invisibilisée, c'est la question des logements insalubres mis en location par l'Office HLM. Je prendrai l'exemple de logements situés dans un quartier qui sort d'une longue période de renouvellement urbain. Je parle donc du Bel Air Grand Péché. Certes, les immeubles sont beaux, ils sont refaits, de l'extérieur devrais-je dire, parce qu'à l'intérieur, c'est une autre histoire qui se raconte. Les appartements auxquels je pense sont des appartements qui rendent leurs occupants malades. Ce sont des appartements tellement humides que les locataires développent des problèmes respiratoires et sont suivis en hôpital. Et c'est un office HLM aux abonnés absents pour prendre en charge justement toutes ces problématiques.
On parle de logement insalubre et si le propriétaire avait été une personne privée, on le qualifierait de marchand de sommeil et des poursuites auraient même été diligentées par la puissance publique. Mais voilà, il s'agit d'un opérateur public, il s'agit donc d'Est Ensemble Habitat, tout le monde est aux abonnés absents, laissant les locataires de ces logements livrés à eux-mêmes. Par contre, le bailleur social n'oublie pas de percevoir les loyers, ni de les augmenter d'ailleurs, 3,26% d'augmentation prévue en 2025, après une augmentation de 2,9% en 2024. Malheureusement, Est Ensemble Habitat est loin d'être le seul bailleur à avoir de telles pratiques. Je dois dire que ce qui se passe en ce moment avec Logirep dans une tour de 17 étages située à Lannou dépasse l'entendement. Voilà des locataires sans ascenseur depuis la fin du mois de décembre. Certaines personnes en situation de handicap et des personnes âgées se retrouvent ainsi bloquées dans leur appartement. À cela, il faut ajouter que l'eau de cet immeuble, à la suite d'un problème technique, est devenue impropre à la consommation. Ces situations témoignent de l'état de vétusté de ces logements et l'abandon dans lesquels sont les habitants, qui là aussi payent bien entendu des charges, alors que malheureusement, ils n'ont pas le service qui va avec. Le statut public de ces bailleurs devrait les obliger à une attitude de bailleur exemplaire. Malheureusement, on a le sentiment que dans un paysage marqué par la crise du logement, ce statut les rend tout-puissants. On sent qu'il y a une montée en qualité de ce rapport qui est de plus en plus fourni, qui se concentre davantage sur le développement durable, même s'il traite encore d'un peu de tous les sujets, et qu'il fait parfois un peu bilan de mandat. Le souci étant qu'à force de traiter de plein de choses, même si elles sont plus en lien avec le développement durable, on ne sait plus très bien ce qui relève en fait du rapport Montreuilois 2024. C'est-à-dire qu'on a des actions qui sont soit du début du mandat, soit qui sont prévues dans le futur. Et donc on ne sait pas très bien ce qui relève vraiment de 2024. Et puis surtout, on a des actions qui concernent certes parfois le territoire montreuillois, mais dont on ne sait, enfin, dont il n'est pas clairement dit qui les porte, et en tout cas qui sont souvent des actions qui ne sont pas menées ni même financées par la commune de Montreuil. C'est très bien de parler de la ligne 11, mais on va finir vraiment par penser que c'est la ville de Montreuil qui a fait venir le métro et qui l'a financé, et même on se demande si c'est pas vous qui conduisez les rames, parce que franchement, par moment, on a l'impression que vous avez tout fait depuis le début. On dirait Valérie Pécresse, quoi. À un moment, d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a des copier-coller du rapport développement durable de Est Ensemble, parce que quand il y a tout un développement sur Vipélec à Romainville, on se demande un peu ce que ça vient faire là, surtout quand à côté, il y a 2 fois moins de textes sur SNEM et EIF, et qu'il a fallu toute une série de questions posées en amont du Conseil pour avoir quelques précisions, notamment sur où ça en est des travaux de dépollution de la SNEM qui ne sont, du coup, on n'est pas au bout, et a priori ça provoque un dérapage de calendrier pour les projets de logements sociaux qui étaient prévus sur le site. Et il n'y a pas un mot sur Berthollet, par exemple, qui est quand même qui a été quand même un peu la grosse actualité de ces derniers temps, y compris avec enfin le nettoyage du site par l'ADEME. Donc, quitte à parler un peu de pollution des sols, ça aurait été intéressant de savoir, et de dire aussi où on en est, puisque on n'est pas au bout quand même sur ce site, et que pour le coup, des questions de santé publique et de santé environnementale sont posées crûment avec ce type de dossier. Il y a des très beaux développements généraux sur un certain nombre de sujets, et puis parfois on a des grosses impasses quand même. Par exemple, la question des migrants, qui quand même est à la croisée d'un certain nombre de questions qui sont posées dans ce document, n'est traitée que par le biais des entreprises créées par des migrants. Alors ça, c'est intéressant, mais enfin, je ne pense pas que ça résume la question des problématiques sociales, environnementales et démocratiques liées à la question de la présence et du traitement que subissent les migrants sur notre ville. Donc voilà, il y a des passages qui sont carrément, comment dire, ouais, presque grossiers, sur les arbres notamment. À un moment, franchement, le récit qui est porté, au moment où viennent d'être abattus encore des arbres matures, dans plusieurs endroits de la ville. Je crois que c'était vraiment levé de rideau pour ce rapport, pas très sympa pour Mireille. Mais les arbres qui sont encore entreposés, les arbres abattus qui sont encore entreposés rue Pépin,
derrière l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. On se demande bien pourquoi ils ont été abattus sans aucune déclaration ni autorisation demandée apparemment. Pareil, rue Paul Doumer, à proximité du parc des Beaumont. Quant aux plantations d'arbres, donc on a demandé les localisations. On a eu droit à une carte sur laquelle on voit a priori carrément pas grand-chose, si ce n'est que une bonne partie des plantations d'arbres dont vous vous vantez ont été faites dans le parc des Beaumont et au cimetière. Alors certes, Madame Dehaye a expliqué que au cimetière, que les arbres c'était déstressant, etc. C'est super pour les gens du cimetière, mais en tout cas, dans la lutte contre les îlots de chaleur, on a l'impression que les emplacements qui sont choisis pour les plantations d'arbres sont pas très cohérents et en tout cas pas en lien avec ce qui est expliqué. Par ailleurs, sur les questions liées, par exemple, aux cantines, mais on y reviendra dans le débat sur la stratégie alimentaire, mais aussi, par exemple, là, évidemment que c'est bien d'être passé en régie publique pour l'eau. Aujourd'hui, la réalité pour la plupart des habitants de cette ville, c'est que, ils ne voient rien, puisque dans la plupart des copropriétés, il ne s'est rien passé. Et carrément, dans le logement social, je viens de vérifier tout à l'heure, c'est plus 32 centimes par mètre cube, alors qu'il a été annoncé par courrier en début 2024 que ça ferait une baisse des prix. Si on voulait tuer l'idée de la régie publique de l'eau, on ne se prendrait pas autrement. Donc il faudrait vraiment à un moment nous expliquer comment on peut avoir un discours et faire le contraire. S'achève là la discussion sur le rapport 2024 sur la situation de la collectivité en matière de développement durable. Alors techniquement, il n'y a pas de vote puisqu'on prend simplement acte du fait que nous avons présenté le rapport.